Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 26 octobre et à la une de cette édition, Adrien Taquet, le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, est à Mayotte depuis hier. Il était ce matin à l'hémicycle, Younoussa Bamana, accompagné des principaux représentants institutionnels mahorais. L'objet de ce rassemblement, échanger avec les associations locales qui œuvrent pour la protection de l'enfance. Mineurs isolés, réhabilitation des structures, aide aux associations. Plusieurs sujets cruciaux ont été abordés. Un sujet signé Jaïdi Maolida, au montage Leslie Vumenet. Présent pendant 3 jours sur le territoire, le secrétaire d'État a commencé par une mise au point sur le cas des mineurs isolés et notamment sur l'application de la clé de répartition à Mayotte ainsi que sur d'éventuelles alternatives. Écoutez, si on applique la clé de répartition à Mayotte, c'est-à-dire si un certain nombre de mineurs non accompagnés ici sont envoyés en métropole, je ne vous donne pas 6 mois pour que le nombre de mineurs non accompagnés qui arrivent ici sur le territoire soit multiplié par 10. Il y a un travail évidemment qui est fait déjà avec le ministère des Affaires étrangères, en amont pour essayer d'éviter qu'un certain nombre de jeunes, d'enfants viennent ici. Et puis il y a des initiatives, notamment associatives, qui travaillent à voir comment ces enfants peuvent retrouver leur famille. Ayant l'impression que rien ne change, la population est de plus en plus pessimiste quant à l'idée d'une issue favorable dans le cadre de la protection de l'enfance. Adrien Taquet, lui, défend son bilan. J'ai apporté directement 2 millions d'euros à ceux qui agissent au quotidien en faveur des enfants et des familles, les associations, la société civile, les associations mahoraises qui ouvrent chaque jour pour les enfants. 2 millions d'euros qui vont aller directement à elles, directement aux enfants, aux familles. J'étais à ADSM, qui est une association mahoraise formidable qui accompagne les enfants en situation de handicap, les enfants de la Lune. J'ai demandé à ce que de l'argent leur soit aussi apporté pour qu'ils puissent développer leur action et soutenir davantage d'enfants. Voilà, donc une action directe en faveur des associations pour les soutenir dans leur travail. Voilà. Face à ces problématiques, l'éducation devient une priorité. Le recteur de Mayotte, Gilles Albou, énonce le plan prévu pour la restructuration des écoles sur l'île. C'est pas loin de 500 millions d'euros qui vont être programmés. Alors pour la partie que nous pilotons, pour le second degré, que pilote le rectorat, on est au-delà des 350 millions d'euros, en comptant évidemment les 4 nouveaux lycées, les 8 prochains nouveaux collèges, tous les travaux de grosse restructuration, aussi les équipements sportifs. Et puis il faut compter aussi les constructions de cuisines centrales, 6 sont prévues. Et les constructions d'internats, 3 nouveaux internats sont aussi prévus pour les prochaines années. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Solidarité et de la Santé n'a pas manqué d'affirmer que ce n'était pas à l'État de résoudre seul les problèmes que rencontre le territoire. Tous les acteurs seront sollicités, à l'image des associations mises en avant en cette journée. Et il y a un an, une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance était dévoilée. Cette année, 30 départements volontaires ont été retenus selon 5 critères pour un montant de 80 millions d'euros. Une seconde vague pour l'année prochaine a été annoncée et concerne 40 autres départements. Et malgré la situation à Mayotte, le conseil départemental ne s'est pas manifesté et ne peut donc prétendre déployer ce plan grâce aux subventions qui l'accompagnent. Écoutons plutôt le secrétaire d'État qui nous parle de cette stratégie nationale lors de la matinale de Kwesi. La création pour la première fois dans l'histoire de la République d'un secrétariat d'État à la protection de l'enfance était déjà un signe fort d'un réengagement de l'État. Ça ne veut pas dire une recentralisation, ça ne veut pas dire une mise sous tutelle des départements, mais un réengagement, un réinvestissement de l'État. Je pense que c'est important. Dans ce cadre-là, notamment, effectivement, je propose aux départements de contractualiser, c'est-à-dire sur la base d'objectifs définis, de projets hyper concrets. Réinvestir dans la PMI, créer des dispositifs d'accueil des enfants handicapés de l'aide sociale à l'enfance. On ne sait pas bien les prendre en charge dans notre pays aujourd'hui. Donc ce sont des trucs très concrets que l'État mette de l'argent supplémentaire, qu'il n'est pas obligé de mettre, et enfin généralement le département en met de la même façon. J'ai établi un certain nombre de critères, j'ai proposé à tous les départements, j'ai mis 80 millions d'euros sur la table la première année, 200 millions la deuxième, et ça sera plus de 300 millions l'année prochaine. J'ai proposé aux départements de contractualiser avec l'État. Je procède en 3 étapes. Pour ne pas saupoudrer, pour concentrer les moyens, donc 30 départements, puis 40, puis 30. J'ai proposé à l'ensemble des départements, près de 60 départements la première année se sont proposés à contractualiser avec l'État. J'en ai choisi 30, puis 40 que j'ai annoncé la semaine dernière. Mayotte ne s'est pas proposé, le conseil départemental n'a pas proposé de contractualiser, mais je ne doute pas que ça sera le cas l'année prochaine, pour la dernière vague. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le changement d'heure qui perdure ou encore le gouvernement comorien qui ne peut pas payer ses fonctionnaires. Au montage, Leslie Vumenet.
Le porte-parole du gouvernement comorien Oumed Msaïdié a répondu aux journalistes sur les retards de paiement des salaires des fonctionnaires. Selon lui, la Covid-19 a impacté l'économie des Comores comme dans tous les pays du monde. Il a ensuite annoncé que le gouvernement du pays voisin n'avait pas les moyens de payer les arriérés de traitement sur 2 mois et qu'il cherchait des solutions. De quelles solutions parle le porte-parole du gouvernement ? Les alliés des Comores comme la Chine ou la Russie vont-ils être sollicités pour mettre la main au portefeuille ? Peu probable. En effet, ces partenaires ne donnent pas d'argent. Ils préfèrent construire des infrastructures qui servent leurs intérêts sous couvert de coopération économique. Moroni risque, une fois encore, de devoir se tourner vers Paris. Nul doute que la diplomatie française, si elle envisage d'aider, ne le fera pas sans engagement, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine dans le prolongement du fameux accord cadre entre les deux pays. En fin de semaine dernière, l'aviation civile malgache a envoyé plusieurs notes aux compagnies aériennes pour leur signifier la liste des pays depuis lesquels les vols touristiques vers la Grande Île ne sont pas autorisés. La France y figure, à l'instar de 15 autres pays parmi lesquels les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou encore l'Inde. Néanmoins, le gouvernement malgache a précisé que la Réunion et Mayotte ne sont pas concernés par ces interdictions d'entrée à Madagascar liées à la pandémie de Covid-19. Les compagnies EOA Air et Air Austral ont déjà effectué des vols de et vers Nosy Be. À Mayotte, la problématique des tests empêche la constitution d'un véritable programme de reprise vers la Grande Île. Cependant, ne pas faire partie de la liste noire constitue une bonne nouvelle à l'heure où le pays voisin envisage la réouverture de ces grandes villes, à commencer par Diego Suarez et Tamatave. En attendant, une question reste toujours en suspens. Que vont décider les autorités malgaches concernant les vols avec escale ? La décision est imminente. Comme cela se produit chaque année 2 fois par an, la métropole vient de changer d'heure. Selon l'ADEME, cela permet de réduire les consommations énergétiques. Une étude réalisée en 2010 précise que chaque année, 440 gigawatts sont économisés, soit les consommations de 800 000 familles. Cependant, d'autres études démontrent que ces changements ont des conséquences sur les organismes et sur la santé. Quoi qu'il en soit, ce changement d'heure aurait dû être l'avant-dernier. La Commission européenne s'est en effet saisie du sujet et a choisi d'y mettre un terme. Le Parlement européen l'a décidé le 26 mars 2019. Mais entre-temps, le Brexit et le Covid-19 se sont invités dans le programme de travail de Bruxelles. Le dossier n'a donc pas évolué. En attendant les décisions de l'Europe, nous avons 2 heures de décalage avec Paris jusqu'à mars prochain, ce qui va considérablement compliquer le fonctionnement de nos institutions et des entreprises qui ont des liens réguliers avec la métropole. On termine ce journal avec du sport et du football, plus précisément au niveau national. Les clubs ont pu reprendre à partir de juillet, soit dès la fin de l'état d'urgence sanitaire. À Mayotte, ce régime a été prolongé et cela fait seulement un petit mois que les compétitions peuvent recommencer en suivant un protocole strict. Du côté de la Ligue mahoraise de football et en accord avec les clubs, il a été décidé de jouer uniquement les coupes en attendant la reprise du championnat en janvier. Au montage, Leslie Vimenet. La crise sanitaire a lourdement impacté les clubs de football, qu'ils soient amateurs comme professionnels. À Mayotte, état d'urgence sanitaire oblige, la reprise a été différée de plusieurs semaines par rapport au reste du pays, aux grandes dames de la Ligue mahoraise de football. Nous, on n'a pas pu rejouer tout de suite parce qu'on était en état d'urgence sanitaire. Donc, or, en métropole, ça avait été levé. Les différentes phases de déconfinement avaient été observées. Donc, il y avait la possibilité de rejouer. Mais nous, comme avec la Guyane, si mes souvenirs sont bons, comme on était encore en état d'urgence sanitaire, ben, on ne pouvait pas rejouer tout de suite, ce qui a un peu compliqué les affaires. Je fais cette précision parce que certains ont pensé que c'est parce que la Ligue ne voulait pas relancer les compétitions, qu'ils souviennent à tout le monde que ce n'est pas une décision qui appartenait même au président de la Fédération française de football, puisqu'elle est prise au plus haut sommet de l'État. Donc tout le monde doit s'y plier parce que c'est une question de santé publique et il faut véritablement que tout le monde, que chacun soit prudent par rapport à ça. Malgré la reprise possible des compétitions, la saison 2020 de football a été stoppée et ne reprendra pas. Une décision prise collégialement avec les clubs. En attendant la nouvelle saison, il sera néanmoins possible de vibrer au rythme de la Coupe de Mayotte et de la Coupe de France. Bien sûr, on a joué 2 journées. Pourquoi ? Parce que nous, on est sur une année civile. Donc nos championnats se déroulent sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre. La saison en métropole
et parfois ailleurs dans certains départements d'outre-mer, la saison se déroule sur une année scolaire. Donc, elle va jusqu'au 30 juin. Donc, quand nous, on attaquait le début de saison, les autres ligues étaient sur la reprise après la trêve du mois de décembre. Ouais. Donc, ce qui a fait que nous en sommes à là. Naturellement, on réfléchit à comment on peut donc relancer au mois de janvier sans trop pénaliser les clubs. Aujourd'hui, on est sur une logique de d'abord jouer les coupes, avoir la possibilité d'avoir un représentant pour le 8e tour de la Coupe de France. La Ligue souhaite que Mayotte soit représentée lors de cette compétition nationale. En effet, d'importants enjeux financiers entrent en ligne de mire, alors que certains clubs se posent aujourd'hui la question de leur avenir. Là aussi, il y a eu un fonds de solidarité qui a été mis en place et nous précisons aussi que ce fonds de solidarité, ce n'est pas uniquement la fédération, c'est la fédération et la Ligue qui permettent donc d'avoir ce fonds de solidarité à raison de 10 € par licencié. Certains diront que c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà un geste significatif pour accompagner les clubs, les soutenir dans ce moment difficile. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour les clubs qui ont moins de 100 licenciés, pour leur permettre d'avoir des ballons. Et on voit aussi que toute l'année, il y a un accompagnement qui est fait. Un accompagnement indispensable pour les associations sportives de Lille et l'ensemble des clubs de football. Reste maintenant à espérer que la situation sanitaire ne se détériore pas, de manière à pouvoir retourner rapidement dans les stades. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.